Je vais vous parler du coup de 2 projets, auxquels j'ai participé. Alors je trouve que c'est intéressant de parler des 2 parce que justement j'avais pas du tout, la même approche dans ces projets. Alors la première, c'est la création d'un programme de traitement automatique de données pour ma thèse, où là, c'est vraiment moi qui étais actrice, du projet. C'est-à-dire que c'est moi qui ai été chercher des gens pour, m'aider à faire certaines choses. Alors, comme vous allez le voir, ça allait un petit peu au-delà, de mes espérances, mais en tout cas, c'est moi qui étais en demande au début et du coup, c'est moi qui ai dû, trouver un moyen de communiquer mes demandes de façon claire, pour pouvoir obtenir l'aide dont moi j'avais besoin pour automatiser ce que je voulais faire. Le deuxième projet qui est celui, dont Catherine a déjà parlé, c'est la participation à la création du deuxième texte, dont je vais parler du coup en deuxième partie, qui est, une association, mais liée à un projet de développement d'une plateforme, informatique, d'aide, à la découverte et à l'enseignement, des textes de femmes autrices et qui a été élaboré pendant, un hackathon. Et cette fois-ci, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est, un chercheur avec lequel je travaillais par ailleurs du coup pour ma thèse, qui a été me chercher, parce que lui avait un projet, enfin il voulait travailler sur la data et les questions de littérature et femmes et du coup là, il a été me chercher en tant que spécialiste de la littérature, là où moi j'avais été le chercher avant en tant que spécialiste des traitements informatiques de données. Du coup, c'est pas tout à fait les projets ne sont pas élaborés de la même façon. Pour, le premier projet, je vais faire juste un petit, passage sur ma thèse. Ça fait quand même un bout de temps que j'en ai pas parlé, mais, normalement, je me souviens encore assez bien. Le but de ma thèse, c'était, de retrouver, le texte d'un manuscrit, enfin d'une histoire. C'est-à-dire qu'au 5e siècle, au 6e siècle, un auteur a écrit, une histoire romaine. Cette histoire, qu'il a écrite sur un seul manuscrit, puisque c'était, une commande, elle a été copiée sur d'autres manuscrits qui eux-mêmes, ont été copiés et là, je pense que vous pouvez imaginer ce qui se passe, parce que vous avez déjà recopié des choses, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle copie, on a des fautes qui se rajoutent, des erreurs, des oublis et que ces fautes sont ensuite transformées de copie en copie avec un phénomène assez proche du téléphone arabe, enfin voilà, du jeu des enfants, du passage de mots. En fait, on observe ça exactement de la même façon dans les manuscrits, en littérature latine, enfin pour tous les manuscrits de langue. C'est-à-dire que, le texte à la fin, en partant d'un seul et même texte, on arrive à la fin à plein de textes un petit peu différents qui évidemment ont le cœur du texte en commun, mais qui ont plein de petites variantes les unes par rapport aux autres. Évidemment, ça serait pas drôle si, les premiers manuscrits n'avaient pas disparu parce que le manuscrit, c'est un support fragile et que du coup, bah, ça pourrit, ça tombe en poussière donc il faut imaginer que quand on travaille sur des textes latins comme ceux qu'on peut voir ensuite, au collège, au lycée, et puis, dans les études supérieures, en fait, on travaille sur un texte qui a été reconstitué. Donc moi, ce que j'avais, c'était un peu quelque chose comme ça, c'est-à-dire que j'avais, des manuscrits qui étaient, des manuscrits de fin de lignée quelque part et puis, mon objectif dans ma thèse, c'était de reconstituer le texte d'origine à partir de ces manuscrits. Alors pour ça, la première étape, c'est, de comparer tous les manuscrits et de noter, toutes les différences qui peuvent apparaître entre, ces manuscrits. Donc là, je vous ai donné un exemple avec l'introduction du texte et avec 2 manuscrits. Vous voyez que, les différences, elles ne sont pas extrêmement, fortes, entre les 2, mais on observe quand même déjà quelques petites différences. Par exemple, ici, on a longa per tempora et ici longo per tempore. Et en fait, il y a une de ces versions ou alors peut-être même une autre version qui est la version d'origine. En tout cas, il est impossible que, les 2 versions soient la version d'origine. Du coup, moi, mon objectif dans ma thèse, c'était d'essayer de retrouver quelle était la plus probable version d'origine. Donc, j'ai pris tous mes petits manuscrits et je les ai comparés les uns aux autres pour noter l'intégralité des différences qu'il y avait entre les manuscrits, ce qui donnait des petits tableaux comme celui-ci. Là, vous voyez, sur la gauche, la liste de tous les manuscrits que j'ai pu consulter et puis, à chaque fois, du coup, la variante, enfin le choix qui avait été fait dans une précédente édition et puis par rapport à ce choix-là, toutes les différences qu'on pouvait trouver dans les manuscrits. Voilà, qui n'étaient pas forcément, bah, par exemple, on a «et» qui est dans les manuscrits P, V et L
et on retrouve AD dans les manuscrits MT, Ousquet dans le manuscrit K1. Voilà, vous voyez, il y a des différences qui sont apparues entre les manuscrits. Alors, ce que je voulais faire, c'était traiter tout ça. Alors, de façon classique, ça se fait souvent dans un traitement à la main, c'est-à-dire que soit le chercheur ou la chercheuse va essayer de reconnaître les endroits où les différences sont tellement marquées que ça peut permettre d'étudier quel manuscrit est plus ancien qu'un autre, lequel a été copié sur un autre. Soit on fait une comptabilisation des différences entre chaque manuscrit et chaque groupe de manuscrits, afin d'essayer de reconstituer en quelque sorte un arbre généalogique du manuscrit, en partant un peu de l'idée, comme en biologie, et c'est ça ce qui a pu après, moi m'inspirer, mais qui a inspiré évidemment bien d'autres chercheurs et chercheuses avant moi, c'était de considérer que à chaque fois qu'il y avait un manuscrit par an, et qui était recopié, ces manuscrits enfants avaient donc entre eux par exemple, plus de points communs qu'un manuscrit qui était copié sur un manuscrit un petit peu plus éloigné, de la même façon qu'il y a plus de proximité entre des frères et sœurs qu'entre des cousins. Et donc, la première étape pour essayer de reconstituer le texte, c'est d'essayer de reconstituer justement le trajet du texte au travers des manuscrits et d'essayer de voir, un peu, d'avoir une espèce de photo de famille des manuscrits. Pour ça, du coup, la façon la plus efficace, c'est de comptabiliser les points communs entre les manuscrits, avec l'idée que plus des manuscrits ont des points communs, plus les manuscrits sont proches dans le temps, dans la copie, donc ont été copiés l'un sur l'autre, ou alors ont été copiés à partir d'un même manuscrit dont on dispose plus forcément. Alors, le traitement à la main, ça a un avantage qui est que du coup, à chaque endroit où il y a une variante, c'est-à-dire à chaque endroit où le texte n'est pas tout à fait le même, ça permet une analyse fine parce que du coup, on s'arrête dessus, on se demande si c'est pertinent de le conserver ou pas, on peut essayer d'expliquer, d'essayer de trouver pourquoi est-ce qu'il y a une différence. Là, si vous prenez par exemple, dans l'exemple que j'ai donné avec Et, Ad et Ousquet, là vous voyez déjà, si je m'arrête rien que sur cette ligne-là, je peux me dire qu'il y a déjà deux manuscrits qui ont clairement l'air d'avoir été copiés sur une même source, avec le manuscrit K1 et le manuscrit TB qui ont une variante Ousquet qui ressemble quand même pas du tout aux autres. Donc là, on peut imaginer qu'il y a une distance plus importante avec les autres manuscrits. Voilà, donc ça c'est un avantage, mais par contre ça a énormément d'inconvénients. La première, c'est que la subjectivité est très importante parce que du coup, je me retrouvais à décider quelles variantes étaient signifiantes et lesquelles étaient dues certainement au hasard. Et ça, de façon répétée, et sur un très gros texte, il y a un risque qu'à un moment, je considère qu'un changement de mot n'est pas très significatif, mais qu'en fait, ce même changement de mot, 3 à 4 000 passages plus loin, comme j'ai oublié que je ne l'avais pas considéré comme significatif, cette fois-ci, je le prenne en compte. Donc du coup, il y a un peu quelque chose d'un peu aléatoire en fonction de mon humeur, en fonction de ma fatigue, sur ce qui va être pris en compte ou pas. Un autre inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de prise en compte des données qui sont peu signifiantes individuellement. C'est-à-dire que dans un manuscrit, il y a des choses qui peuvent, de façon aléatoire, arriver dans plusieurs manuscrits sans qu'ils soient sur la même source. Si, par exemple, des oublis de mots, ça se fait de façon très courante, une petite préposition, de dire, je sais pas, de mettre je vais à la maison. Il est complètement possible que plusieurs copistes séparément oublient le A de à la maison et mettent je vais à la maison. Et dans ce cas-ci, considérer que c'est quelque chose qui les rapproche fortement, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, il y a une trop forte probabilité que que ça puisse se produire de façon indépendante. En revanche, si ces petites erreurs qui sont comme ça totalement dues au hasard et qui peuvent être produites de façon indépendante, si deux manuscrits ont systématiquement exactement les mêmes erreurs, ce type d'erreurs qui sont insignifiantes individuellement, mais si les deux manuscrits ont exactement les mêmes tout le temps, dans ce cas-ci, ça devient signifiant parce que à partir d'un certain nombre, ça ne peut pas être le hasard que deux copistes aient fait exactement le même type d'erreur un petit peu automatique. Et du coup, ça, si c'était moi qui traitais automatiquement le document, je ne pouvais pas avoir accès à cette vision sur justement les données qui deviennent signifiantes à partir d'une certaine quantité. Et évidemment, l'inconvénient qui va avec tout traitement à la main, c'est qu'il y a des erreurs fréquentes. Il y a des moments où je voulais noter qu'il y avait la même chose entre le manuscrit A et le manuscrit B, et puis j'ai noté entre le manuscrit A et le manuscrit C.
Du coup, ce n'est pas dramatique, ça arrive ce type d'erreur et si j'en fais peu, bon, ça ne va pas changer le produit de l'analyse. Mais par contre, bon, évidemment, il y a un risque que ça devienne tellement important que ça ait un impact sur le produit réalisé. Donc du coup, face à ça, moi j'ai vite, cherché un moyen d'automatiser ça, sachant que j'avais donc du coup déjà des petits tableaux Excel, donc je m'étais dit qu'il y avait quand même moyen, peut-être d'avoir un traitement, mais je ne savais pas du tout comment. À ce stade, je me suis juste dit: «Ah, ça serait vraiment bien, si, il était possible d'automatiser ça». Et alors là, c'est un peu un coup de chance en fait, c'est que par, le les connaissances, que j'avais par le monde associatif, j'ai rencontré un chercheur en bioinformatique à qui j'ai parlé de mon problème, mais sans aucune à ce moment-là, sans aucune intention de résolution. C'est juste, on parlait de ma thèse et du coup, je lui ai dit: «Oh là là, c'est quand même embêtant, je voudrais vraiment automatiser ça parce que le faire à la main, c'est vraiment long et puis, j'ai l'impression que je fais un peu n'importe quoi de temps en temps». Et en lui expliquant du coup mon sujet de thèse parce qu'il me posait des questions, il a dit: «Mais c'est fou, c'est exactement ce que je fais, sur, de l'analyse de maïs». J'ai des grains de maïs, séparés et en fait, j'essaye de reconstituer leur arbre généalogique pour voir à quel moment est-ce que, les 2 souches de maïs ont, justement évolué, séparément l'une de l'autre. Du coup, on a commencé à travailler ensemble en essayant, d'appliquer finalement les programmes que lui, il utilisait pour ses grains de maïs, pour l'ADN de ses grains de maïs, avec mes manuscrits. Pour ça, il a d'abord fallu qu'on trouve un langage commun. Donc, du coup, on a d'abord discuté de qu'est-ce qui était quoi, enfin, de créer une analogie qui nous permette à tous les 2 de comprendre ce que faisait l'autre. Du coup, dans cette analogie, on a considéré que, chaque manuscrit, c'était comme un individu. Donc, si on prenait ça au niveau, humain, on va dire que voilà, c'est un individu humain. Au niveau, grain de maïs, ça correspond à un grain de maïs dans un épi, ou à un épi de maïs si on veut. Chaque mot, ça correspond quelque chose comme un gène, c'est-à-dire qu'on peut découper le texte. Le texte, on peut le considérer comme une longue suite de caractères, mais on peut aussi, considérer que, on peut faire des découpages, de la même façon que dans l'ADN, c'est une longue suite de caractères, mais, certaines suites de caractères, ont une signification particulière et que ça code du coup les gènes. Et les variantes, du coup, dans mes manuscrits, c'était quand un manuscrit avait un mot différent d'un autre manuscrit. Et du coup, dans les grains de maïs, c'est, pour, un gène, identique et pas une petite différence qui, du coup, fait que, les choses vont pas forcément être codées de la même façon. Faire cette analogie-là, du coup, ça nous a permis de trouver un terrain d'entente, pour pouvoir, discuter et lui, ça lui a permis de voir à quel niveau est-ce qu'il devait traiter mes données, et aussi de voir, ce qu'il devait me demander de supprimer pour pouvoir, travailler sur les données et cetera. Cependant, c'est une analogie qui a ses limites aussi et ça, on l'a vu, justement quand il a essayé de pousser les choses plus loin parce que, lui, il avait un petit peu le rêve de pouvoir faire comme avec, ses grains de maïs, c'est-à-dire pouvoir, non seulement voir quel grain de maïs est proche d'un autre, donc quel manuscrit est proche d'un autre, mais ce qu'il voulait, c'était aussi essayer d'estimer le nombre de copies intermédiaires qu'il y avait eu entre, un grain de maïs, enfin entre un manuscrit et un autre manuscrit. Parce que ça, c'est possible pour les grains de maïs. En fait, il est possible de savoir, combien il y a eu de générations de maïs parce qu'à chaque génération, il y a en moyenne un certain nombre de changements et du coup, quand on compte le nombre de variants, ça permet de, remonter et de savoir qu'il y a eu, je ne sais pas, 7 ou 8 générations, de maïs entre tel grain de maïs et tel autre grain de maïs. Et c'est quelque chose qu'il souhaitait faire sur les manuscrits, d'essayer de quantifier, justement le nombre de différences et pour ça, de voir combien il y avait eu de copies intermédiaires. Et là, c'est là que l'analogie fonctionne assez peu parce que, en fait, il n'y a pas d'intervention, dans la reproduction des grains de maïs, enfin, en tout cas de ceux qui l'étudiaient. Ce qui fait qu'effectivement, en moyenne, il y a toujours une moyenne assez similaire de changements entre une génération et une autre, alors que, c'est là que la part humaine, en fait, elle rentre en compte énormément au niveau, du traitement des manuscrits parce qu'on peut avoir un copiste qui, recopie très, très fidèlement, ce qui fait qu'on va avoir un nombre d'erreurs extrêmement petit, entre le manuscrit source et le manuscrit copié.
alors que y a des copistes qui sont très, très imaginatifs et qui estiment qu'à tel endroit, le texte n'est pas joli, donc ça ne devait pas être le texte d'origine de l'auteur et qu'ils le réécrivent, qui vont faire des emprunts à d'autres œuvres, etc. Et du coup, un seul copiste peut créer d'énormes bouleversements dans le texte, alors que toute une suite de copistes très, très minutieux peuvent au contraire avoir un tout petit nombre d'altérations du texte. Donc du coup, ça, c'était un peu la chimère après laquelle il a couru et qu'il n'était pas possible en tout cas pour le moment, on n'a pas réussi à trouver une façon d'analyser les données, ou moi une façon de les présenter qui puisse permettre de faire ce type de calcul. Voilà, bon là c'est le résultat, c'est pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc ici, il avait produit, avec ses logiciels d'études de grains de maïs, d'ADN de grains de maïs, il a donc produit des écarts entre les manuscrits à partir de mes données. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a un éloignement assez peu important entre, je ne sais pas, le manuscrit T et le manuscrit T corrigé, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est le même et c'est des corrections qui sont faites dessus, et qu'il y a un écart important entre le manuscrit P et le manuscrit B. Voilà. Et du coup, ça me permettait après de reconstituer l'arbre généalogique de ces manuscrits. Une autre présentation, c'est celle du nuage de points, qui était aussi très parlante pour moi, pour voir justement les différences entre les manuscrits. Donc là, vous avez une représentation justement de ces variantes-là, avec un petit tas de manuscrits P, H, V, qui a sensiblement peu de différences et qui, a priori, du coup, ont le même ancêtre, plus ou moins direct, mais en tout cas ont un ancêtre commun assez proche, alors que le manuscrit B, qui est très éloigné, a sans doute un autre ancêtre commun, un autre ancêtre que l'ancêtre commun PVH, ce qui signifie que du coup, le moment de la copie a divergé un peu plus haut. Suite à ça, comme ce n'était pas encore complètement satisfaisant, j'ai fait une deuxième tentative, cette fois-ci un petit peu plus active, c'est-à-dire qu'on m'a conseillé d'en discuter avec Philippe Gambette, que je connaissais par ailleurs, donc ça facilitait aussi les échanges, parce que justement, lui, il s'intéressait, il était dans un domaine d'informatique un petit peu plus proche du mien, puisqu'il était déjà dans les humanités numériques, et qui travaillait notamment sur les nuages de mots, sur l'automatisation de nuages de mots à partir de textes, etc. Donc, il avait plus l'habitude de travailler sur des textes que Jean Tristan, qui, lui, travaillait vraiment sur du matériel de biologie. Du coup, pour cette deuxième tentative, alors, je vous mets ça, mais moi, je ne me souviens plus exactement ce qu'on a fait, mais en fait, on est parti de la même idée d'essayer d'établir des liens entre les manuscrits pour savoir lesquels étaient les plus proches les uns des autres. Pour ça, en fait, il y avait ma demande. Donc, ma demande, c'était d'avoir ces manuscrits, d'avoir un peu des liens de filiation entre les manuscrits. Et ce qu'il a essayé de faire, c'était à chaque fois de voir quel était le plus grand nombre de manuscrits qui avaient des points communs, et de resserrer petit à petit, c'est-à-dire de se dire à 8 points communs, par exemple, à 8 lieux communs, on a 7 manuscrits qui sont reliés. À 25 points communs, on n'en a plus que 2, et dans ce cas-ci, a priori, ces 2 manuscrits-là ont une proximité plus importante que les manuscrits qui ont seulement 8 points communs. Voilà. Et il a fait ça de façon automatique. Là où, dans la discussion, il y a eu nécessité pour moi de m'adapter, c'est que cette méthode-là, qui était très rapide et très efficace, et qui me permettait de prendre en compte un autre facteur dont je vais parler bientôt, elle était fonctionnelle uniquement si on se limitait aux endroits où il y avait 2 mots différents. Là, dans le tableau que je vous ai présenté il y a quelques minutes, vous voyez qu'on avait et, ad et usque comme variante. On était à 3 mots. Ça, par exemple, ce n'était pas possible de le traiter par le programme qu'il était en train de monter. Du coup, je ne pouvais pas prendre en compte l'intégralité des variantes qui étaient présentes dans le texte. Voilà, ça c'est un petit exemple de ce qu'on a pu faire
surtout, ce qu'on a ajouté avec lui et qui était particulièrement intéressant pour moi, c'était d'avoir une pondération des variantes, quelque chose que j'aurais jamais pu faire à la main. Parce qu'à la main, considérer que, si j'avais dû calculer et me dire, quand c'est ce type de variante, je mets un bâton dans ma colonne point commun entre manuscrits A et B. Quand c'est ce type de variante, cet autre type de variante, je mets 4 bâtons dans ma colonne manuscrits A et B. C'était un enfer, j'aurais vraiment pas pu le faire. Donc du coup, là, ce qu'on a fait ensemble, c'est que moi, je lui ai fait une liste des types de variantes et justement de leur importance. Là, par exemple, vous voyez les abréviations. C'est avec un exemple de Anne Anos, voilà, c'est une variante faible, du coup, on va la pondérer à 1 pour 10. Parce que si deux manuscrits ont exactement la même chose, ça commence à prendre du sens. Si c'est sur l'ensemble du texte, s'ils ont la même chose sur l'ensemble du texte, ça prend du sens. Alors que si c'est à un seul endroit du texte, ça n'a absolument aucun poids dans la proximité des manuscrits. En revanche, une variante orthographique qui fait un changement de sens, là, c'est quelque chose qui a un poids très important parce que lorsqu'on a deux mots qui peuvent avoir qui peuvent avoir des significations différentes, si les deux ont un sens dans le texte, il sera impossible de faire un retour en arrière pour un copiste. C'est-à-dire que si j'ai mis je sais pas, Georges avait un beau chat et que ça a été corrigé par Georges avait un beau chien, comme ça a encore du sens dans la suite du texte, en fait, il n'y aura pas de retour en arrière du copiste qui va recopier Georges avait un bon chien à partir de là de façon automatique. Donc, c'est des endroits qui permettent justement de voir de façon très forte des moments où il y a eu des séparations de familles, de branches entre les manuscrits. Donc ça, c'était ma demande. Et après, vous voyez, donc il y a la colonne exemple, mais il y a aussi la colonne comment la repérer, qui lui permettait à lui d'automatiser le repère. Parce que ça ne suffit pas que je dise il faudrait mettre une grosse pondération sur tous les endroits où les manuscrits ont des mots différents, mais qui ont un sens tous les deux. Parce que, après, soit je refais le travail à la main d'indiquer ça c'est bon, ça c'est bon, mais du coup, on retombe dans le risque d'erreur et puis dans la pénibilité de faire une telle tâche sur, je ne sais pas, 20 000 mots dans les manuscrits. Du coup, je ne pouvais pas le faire à la main, mais lui, il a dû trouver un moyen de rendre ça automatique. Alors, par exemple, pour les questions des variantes orthographiques, ce qu'on a établi, c'est qu'il fallait que le programme détecte que les deux mots étaient présents dans le GAFIO, qui est le dictionnaire de référence en latin. Donc, il considérait que c'était une variante orthographique avec changement de sens si les deux mots étaient présents dans le GAFIO avec une traduction différente. Et donc, il a siphonné le GAFIO afin de pouvoir systématiquement, pour chaque lieu variant, faire une comparaison entre les deux mots différents et puis leur présence ou non dans le dictionnaire avec des traductions différentes. De la même façon, pour voir par exemple les variantes de déclinaison, parce que le latin est une langue qui se décline, j'ai fait toute une liste des terminaisons qu'il était possible de repérer. Et du coup, il a créé un petit programme qui disait si à moins 5 lettres en partant de la fin, c'est pas la même chose, et que les 5 lettres, c'est les lettres qui sont comprises justement dans cette case. Dans ce cas-ci, c'était considéré comme une variante de déclinaison. Voilà, donc ça, en fait, ça paraît un peu simple, je ne sais pas si ça paraît simple, mais ça a été l'objet de très longues discussions, parce que justement, il a fallu qu'on aille petit à petit l'un vers l'autre pour réussir à comprendre exactement, lui, il avait besoin de comprendre qu'est-ce qui se passait en latin, justement pour pouvoir encoder le programme qui permettait de le faire automatiquement. Et moi, j'avais besoin de comprendre comment fonctionnait son programme pour pouvoir proposer des détections automatiques qui soient pertinentes. Du coup, voilà, ça a été de longues discussions pour réussir à se comprendre. Et le résultat de ces discussions, du coup, c'est ce tableau-là, c'est un extrait du tableau qui est évidemment plus important que ça.
Le résultat, c'est ça. Du coup, une fois qu'on avait fait toutes ces pondérations, et ben, ça lui permettait de sortir à partir des extraits de texte que je lui donnais, un arbre généalogique des manuscrits. Alors, ce n'est pas tout à fait un arbre généalogique parce que ça montre les liens de proximité, ça ne montre pas encore quels manuscrits sont les plus anciens et quels manuscrits sont les plus récents. Mais voilà, on a obtenu du coup quelque chose comme ça, avec des nœuds qui sont plus ou moins solides selon le nombre de différences qu'on peut noter. Là, par exemple, ici, on voit que le nœud 20 avait 21 variantes, 21 lieux variants. Donc, du coup, il était plus solide que celui, je ne sais plus, celui-là, par exemple, le nœud 5, qui est à 7 lieux variants. Donc, du coup, moi, ça me permettait à la fois d'avoir une représentation visuelle qui soit tout de suite compréhensible, parce que avoir juste des pourcentages dans des tableaux, c'est quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, mais ça, c'est quelque chose que je peux lire facilement. Et en même temps, d'avoir sous la main aussi la liste des choses qui ont permis d'établir la distinction entre les deux manuscrits. Et du coup, j'ai pu reprendre ça directement dans ma thèse. Voilà, juste pour finir sur cette partie sur la création automatique d'arbres phylogénétiques, on a aussi, c'est un travail qui finalement n'est pas encore fini. Je n'ai pas pu l'utiliser tel quel dans ma thèse, justement parce que le faire aboutir, ça demandait plus de temps que le temps contraint que j'avais pour pouvoir soutenir. Mais c'est un travail que normalement on devrait reprendre un jour pour justement l'élargir. Là, pour le moment, ça permet de traiter mon texte. Mais l'idée, c'est d'avoir un programme qui soit après utilisable par toute personne qui fait de l'édition de texte de la même façon que moi, c'est-à-dire qu'il y a certains invariants qui peuvent être réutilisés. Par exemple, une fois que j'ai fait la pondération des variantes, que j'ai estimé que, par exemple, mettre un point, ce n'était pas significatif, mais que changer de mot, c'était significatif. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas valable que pour mon texte, c'est valable pour tout système de copie, en fait. Ce qui fait qu'à terme, si on arrive à développer, à développer correctement ce programme-là, il pourra être utilisable par n'importe qui fait de l'édition de texte. Et du coup, ça pourra lui servir au moins d'aide ou de support de recherche pour pouvoir faire son édition. Voilà, mais on n'en est pas encore à là. Pour le moment, on en est encore un peu à une version un peu bêta que déjà moi, je ne suis pas capable d'utiliser seule et que du coup, d'autres personnes ne peuvent pas utiliser directement non plus. Voilà, ça c'est un peu comment est-ce que moi, j'ai été chercher de l'aide pour ma thèse. Alors sur les compétences que ça m'a demandé, finalement, ça ne m'a pas demandé tant de compétences en informatique que ça. Puisque c'est pas moi qui l'utilisais directement. Je n'ai pas réussi pour le moment à atteindre un niveau d'indépendance où je pouvais l'utiliser séparément de Philippe. Mais en revanche, du coup, il y a eu un dialogue qui était intéressant sur la création de cet outil. Et à terme, du coup, le but, c'est qu'il soit utilisable par d'autres. Alors, ce n'est pas une objectivité totale, hein, parce que rien que dans le fait que je choisisse ce qui est important, ce qui n'est pas important, il y a une part de subjectivité, mais qui est quand même appuyée sur la littérature scientifique sur le sujet. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais ça introduit une part de subjectivité. Mais effectivement, ça me permettait de prendre du recul en fait, vis-à-vis du texte et de ne pas dépendre uniquement de mon avis à un moment T. C'était important dans ta remarque que tu viens de faire, c'est qu'effectivement, l'objectivité, elle dépend aussi des paramètres, du choix de paramètres que tu donnais avant. Si cet outil, il est repris, les conditions, en fait, les conditions de choix que tu vas déterminer au préalable, c'est eux qui induiront l'objectivité ou pas de la réponse. C'est ça. C'est vrai que, du coup, c'est vrai qu'il y a des préalables à questionner, et c'est ça le rôle des data scientists, et ces préalables-là ne sont pas forcément des préalables techniques, mais vraiment des préalables d'information et de véracité des informations et d'objectivité des informations, qui là sont données par des personnes qui ne sont pas forcément avec des profils techniques, qui sont en compréhension de l'outil et des enjeux, mais qui n'ont pas forcément un profil technique. C'est juste pour remettre ça dans le cadre.
Voilà, Et je laisse effectivement, la là, personne. oui, effectivement là-dessus, si je veux tester, si on veut tester cet outil pour après le mettre à disposition, c'est pas vers des informaticiens que je vais me tourner, c'est vers des éditeurs de texte pour qu'ils puissent questionner tous ces préalables-là et voir s'ils sont pertinents ou pas. Du coup, sur le deuxième texte, alors le deuxième texte, en fait, je suis repartie avec les mêmes, c'est-à-dire que cette fois-ci, moi, j'avais été voir Philippe pour lui demander de l'aide sur ma thèse, et c'est lui qui est venu me voir ensuite, ensuite en même temps, en fait, pour me demander de l'aider à monter un projet du coup d'utilisation des datas pour mettre en avant les femmes dans la littérature. Et là, cette fois-ci, c'est mon profil en fait d'études littéraires et de personnes qui avaient des contacts avec le monde de l'enseignement qui était intéressant pour lui. Du coup, c'est un projet qui a été développé en 2017 lors d'un hackathon. Alors, le thème du hackathon, c'était l'égalité femmes-hommes. Il était organisé par le ministère chargé des droits des femmes à cette époque. Il était organisé à la fois par le ministère, mais aussi par les services justement en charge des banques de données. Du coup, le but du hackathon, c'était de construire un outil numérique qui utilise les jeux de données libres de DataGouv, de la BNF, de Wikidata, etc. Du coup, qui contribuent à la fois aux deux, qui utilisent les données et qui permettent de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes à différents niveaux. Et en l'occurrence, nous, on voulait travailler sur la représentation des femmes dans la littérature. On a une équipe qui s'est constituée du coup pendant le hackathon et pas uniquement avant. C'est-à-dire que Philippe est venu me chercher pour avoir une prof de lettres dans le groupe. Mais sur place, je ne sais pas si vous avez déjà fait des hackathons, en fait, il y a une présentation en quelques secondes d'une proposition de projet. Et toute personne qui est présente peut choisir de se joindre au projet et de mettre ses compétences au service du projet immédiatement. Donc là, le hackathon se déroulait sur un week-end complet, sauf que là, les nuits, on rentrait chez soi. Donc, c'est un hackathon léger. Et du coup, on était parti avec une équipe de 2 informaticiens et une prof de lettres qui se connaissait, c'est-à-dire moi et les 2 Philippe. Mais on a été rejoint par une UX designeuse que nous ne connaissions pas à ce moment-là et une spécialiste du coup de la communication sur les réseaux, ce qui a permis d'enrichir en fait le projet, parce que notamment, pour redonner un petit peu les chapeaux de tout le monde. Alors moi, j'étais là pour apporter une expérience utilisateur en tant que personne qui potentiellement pourrait utiliser la plateforme qui allait être créée. Les informaticiens étaient évidemment là pour développer la plateforme, mais finalement, on a eu un apport vraiment très important de l'UX designeuse et de la communicante parce que ça a permis d'avoir un site qui était utilisable, c'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisatrice, je suis capable de dire je ne comprends rien, je ne sais pas quoi faire, mais je ne suis pas capable de fournir, de dire « Ah, ça serait mieux si c'était mis là ou là ». Et justement, avec l'UX designeuse dont le travail, c'est de rendre les sites les plus compréhensibles possibles, du coup, ça nous a permis aussi de travailler ensemble pour avoir la plateforme la plus efficace possible pour un public qui n'aura pas besoin de se casser la tête pour trouver comment ça marche. Le constat dont on était parti et la raison pour laquelle on a créé cette plateforme, c'était qu'il y avait très peu de textes de femmes qui étaient étudiés en collège, en lycée. Et le constat notamment qui avait été fait, c'était sur les listes de femmes qui étaient présentes dans les programmes du baccalauréat en littérature, où sur les 20 dernières années, je crois qu'il n'y avait eu aucune femme parmi les 4 auteurs qui sont renouvelés tous les 2 ans. Il n'y avait aucune femme. Et là où moi, mon expérience, elle a été intéressante, c'était de comprendre pourquoi. Parce que, en fait, il n'y a pas de malveillance, de volonté de supprimer les femmes des programmes. Enfin, il n'y a pas de... Mais il y a quelque chose qui fait que la facilité, c'est systématiquement de prendre des textes d'hommes. Et du coup, là où moi, j'ai eu un apport, c'était de dire qu'en tant qu'enseignante qui avait envie, parce que j'étais déjà sensibilisée à ces questions-là, j'avais envie de faire connaître des textes de femmes à mes étudiants et à mes élèves. Mais en fait, je ne pouvais pas le faire parce que j'en avais moi-même pas étudié beaucoup quand j'étais
quand j'étais dans les études supérieures. Donc, du coup, juste simplement, je ne les connaissais pas, en fait. C'est-à-dire que j'ai envie de faire connaître des femmes, mais moi-même, je ne sais pas où les trouver. En plus de ça, quand on est nouvel enseignant, c'est rassurant de pouvoir regarder ce que d'autres personnes ont fait sur le sujet, comment est-ce que les cours sont construits, quelles ressources sont proposées. Et du coup, là, je me heurtais au même problème, c'est-à-dire que déjà, je ne connaissais pas les femmes autrices que je pourrais proposer, dont je pourrais proposer l'étude de texte en cours, mais en plus, ça voulait dire systématiquement tout recommencer de zéro, parce que contrairement à des textes classiques, des questions sur Zola, sur Balzac, etc., où là, on a une masse de ressources en ligne immédiatement disponibles, là, je me retrouvais à devoir tout construire depuis le début, ce qui est quand même extrêmement compliqué quand on est enseignant. C'est très chronophage et on n'a pas forcément le temps de faire ça. Et en fait, c'est en partant de ce constat-là et des difficultés qu'on a essayé de proposer des solutions qui soient très concrètes pour justement permettre aux enseignants de remettre des autrices dans leur programme. La première, ça a été un moteur de recherche, puisque le problème, c'était que je ne les connaissais pas, on ne les connaît pas. Du coup, la première chose qui a été créée, c'était un moteur de recherche qui permette de faire sortir des noms d'autrices qui soient équivalents à d'autres auteurs. Avec l'idée de se dire, là, je voudrais faire une séquence sur la fable. La seule personne à laquelle je pense, c'est Jean de La Fontaine, parce que c'est celui qu'on étudie tout le temps. Et là, le réflexe, c'est d'aller sur le site du deuxième texte, taper Jean de La Fontaine, et là, le site va chercher des équivalents à Jean de La Fontaine, qui soient des personnes qui sont des femmes qui ont écrit sur la même période et qui ont écrit dans le même genre, donc des femmes qui ont écrit des fables, par exemple. Et du coup, ça a été fait avec des requêtes que je serais bien incapable d'expliquer plus en détail que ça, mais du coup, les deux Philippe ont créé un système de requêtes qui permettent d'interroger les bases de données libres de Wikidata, de la BNF, pour justement pouvoir faire émerger les noms de ces autrices-là. Et pour aller plus loin, pour justement pallier au problème du manque de ressources, donc là, c'est quelque chose qu'on a très peu amorcé pendant le hackathon. Le hackathon, on a réussi à construire un prototype du moteur de recherche, mais on n'a pas été tellement plus loin, c'est d'avoir une plateforme web qui permette aux personnes qui le désirent de mettre des contenus à disposition des autres pour justement amorcer quelque chose de collectif pour pouvoir collectivement augmenter le nombre de ressources sur ces textes-là avec des études de texte, des questionnaires, des mises en situation, voilà, des choses qui permettent justement à des enseignants qui ont le désir d'utiliser ces textes-là d'avoir plus de ressources. Le résultat, c'est celui-ci. Alors, il est toujours en construction. Là, je vous ai donné, par exemple, un exemple de quelqu'un qui cherche une autrice contemporaine de Pierre de Ronsard. Donc là, on fait rechercher et il y a une interrogation automatique des bases de données qui permettent de faire ressortir les noms de personnes qui ont écrit dans la même période que Ronsard. Donc là, en l'occurrence, les autrices nées avant 1570 et décédées après 1539. Et donc là, on a toute une liste d'autrices qu'on peut aller étudier avec des liens qui permettent aussi d'avoir accès du coup à des extraits de texte, etc. Directement. Voilà, après ça, c'est un exemple du coup d'article qui a été mis à disposition. Pour faciliter, là, ce sur quoi moi en tant qu'utilisatrice, et j'en ai profité pour faire des mini-entretiens utilisateurs-utilisatrices auprès de mes amis qui sont enseignants pendant le hackathon pour justement avoir une idée un peu plus précise de ce dont il et elle avaient besoin. Ce qui est ressorti, c'était le besoin que ça soit très simple de pouvoir contribuer. Et du coup, là, il y a une création, par exemple, d'un outil qui permette de contribuer directement à la plateforme en proposant des contenus que nous, après, on va mettre en ligne. Voilà, ça, c'est un des exemples de comment est-ce que ça a joué d'avoir des utilisateurs, utilisatrices, futurs utilisateurs et utilisatrices de la plateforme. Voilà. Et du coup, le deuxième texte, c'est un petit peu plus large, c'est toujours en construction, mais c'est déjà utilisable en fait. Donc, on a régulièrement des contenus qui sont ajoutés sur le site du coup georgesdeuxièmetexte.free.fr. À côté de ça, il y a un blog qui permet de suivre le projet, si ça vous intéresse, du coup, de voir quels sont les ajouts qui sont faits au niveau de la plateforme, mais aussi de nouvelles productions de données. Parce qu'en fait, on est resté aussi dans l'idée de cette production de données en accès libre, puisque c'était ce qui avait motivé l'organisation du hackathon au début, et que c'était quelque chose qui nous parlait beaucoup, l'idée de pouvoir mettre à disposition des jeux de données qu'on n'allait pas forcément exploiter nous-mêmes, mais qui pouvaient servir à d'autres personnes.
Et du coup, on produit régulièrement des jeux de données en accès libre qui sont sur data.gouv.fr. Par exemple, les auteurs et autrices dans les annales du baccalauréat français, les auteurs et autrices dans les programmes d'enseignement ou les concours de lettres, où du coup, on voit que c'est réexploité, ces jeux, par exemple, par des journalistes qui ont envie de faire un article sur la question, par des chercheurs qui travaillent sur le genre dans l'enseignement, etc. Voilà, du coup, il y a une contribution en fait à la recherche aussi via cette production de jeux de données.